Bach est l'un de ces sujets pour lesquels je regrette beaucoup de ne pas être en votre présence, pour pouvoir écouter ces œuvres avec vous, pour pouvoir échanger à propos de ces œuvres, pour pouvoir entendre vos réactions, engager la discussion à partir de ces réactions. C'est dans le cas des écoutes commentées que l'interactivité me manque le plus, en fait. Et c'est une raison de plus pour moi pour vous inciter vivement à écouter ces extraits musicaux que je n'inclus plus dans les vidéos, à faire pause pour aller les écouter si nécessaire, et même d'en écouter d'autres en essayant d'y retrouver les caractéristiques que je développais dans le PDF et dans la vidéo de généralité qui a précédé cette vidéo d'exemple. Bon, les extraits que je propose ici ne sont pas forcément représentatifs du style de Bach, enfin, ils ne sont pas représentatifs des genres qu'il a pratiqués. Du reste, on en a déjà vu des exemples de Bach dans les chapitres sur la musique vocale sacrée et la musique instrumentale. J'ai surtout choisi ces exemples pour illustrer les différents concepts, justement, qu'on a vus dans le PDF. Ce qui vous permettra, j'espère, de voir un peu plus clair dans tous ces concepts que j'ai mis en place. Qu'est-ce que c'est que l'horreur du vide? Qu'est-ce que c'est que la dimension artisanale de la production de Bach? Qu'est-ce que c'est que la densité du contrepoint? La tendance à gommer les contrastes, la tendance vers la fugue, la tendance de l'écriture à voix égale, le sérieux. Voilà, on va essayer de retrouver tout ça dans les exemples. Et on va commencer par un exemple comparatif. Il s'agit en fait d'un arrangement que Bach a fait d'un concerto de Vivaldi. C'est ce qui est catalogué dans le fameux catalogue BVV de Schmieder du milieu du XXe siècle sous le numéro BVV 593. Au cas où vous ne le savez pas, BVV, ça signifie Bachwerkverzeichnis, c'est-à-dire classement des œuvres de Bach, tout simplement. C'est la façon habituelle de numéroter les œuvres de Bach et qui existe pour beaucoup d'autres compositeurs, portant parfois, comme pour Mozart, le nom du compositeur qui a effectué le classement, Köchel, c'est le nom du musicologue qui a effectué le classement, ou parfois plus neutre, comme ici, le classement des œuvres de Bach. Enfin, c'est la même chose pour Vivaldi. Donc, il s'agit d'une œuvre concertante de Vivaldi, un concerto pour deux violons, que je ne vais pas commenter. Vous pouvez vous attendre à retrouver une bonne vieille forme ritournelle, puisque c'est un concerto de Vivaldi, en tout cas dans le premier mouvement, de violon en l'occurrence, dont Bach, avec les méthodes pédagogiques qu'on avait à l'époque, a fait une transcription pour orgue. C'est comme ça qu'on apprenait la musique à l'époque. Hein. On copiait des partitions, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on copiait les partitions à la main. Et en l'occurrence, comme c'était un concerto, Bach, voulant le jouer lui-même, en a fait un arrangement pour orgue, en fait, de façon à pouvoir le jouer lui-même. Et comme vous allez voir, il s'est permis certaines libertés par rapport au concerto de Vivaldi qui sont assez intéressantes et qui illustrent justement la différence fondamentale entre le style de Vivaldi et le style de Bach. Donc, ce n'est pas vraiment une œuvre de Bach, c'est d'ailleurs, vous voyez, c'est une œuvre de Vivaldi, mais qui a été transcrite par Bach pour orgue. Bon, je vous laisserai faire cette écoute comparée, c'est assez intéressant de voir les deux partitions. Je veux juste pointer quelques points, pointer quelques éléments intéressants. C'est le fait que, bon, évidemment, il faut réduire la polyphonie sur trois portées avec le pédalier, ce que Bach sait faire sans trop de problèmes, mais surtout, le fait que quand vous avez, comme ici par exemple, un contraste rythmique très fort chez Vivaldi, avec deux motifs différents d'un point de vue rythmique et aussi d'un point de vue de leur profil, chez Bach, regardez ce qui se passe. Bach, dans l'endroit où vous avez le pam 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 pam, les croches descendantes, rajoute un motif d'imitation. Ce qui est fait que vous avez un échange entre les deux voix qui n'existe absolument pas dans la partition originale. Donc, Bach a ajouté quelque chose, ça pourrait être un exemple de l'horreur du vide dont je parlais justement, dans un endroit un peu vide de la partition pour enrichir le contrepoint. Le contrepoint est plus dense, mais en même temps, c'est un exemple de la machine à double croche dont je parlais. Ici, par contre, il a respecté cette espèce de statisme assez remarquable de la partition de Vivaldi. Et une fois que les solistes entrent, vous allez voir qu'assez régulièrement, Bach ajoute des voix supplémentaires qui ne sont pas présentes dans la partition de Vivaldi. Pour vous en convaincre, mesure 19, faisons ça sérieusement. Etc. Sous quoi vous avez un accompagnement un accompagnement ponctuant très simple. Chez Bach, vous vous retrouvez de nouveau avec une sorte d'échange en écho, en continuité de flux de double croche entre la basse, en l'occurrence, et la voix supérieure. Il arrive aussi à Bach de rajouter une voix de contrepoint, comme ici à la mesure 28, où c'est le deuxième violon qui a une voix soliste, de nouveau accompagnée par, disons, le reste de l'orchestre sans la basse par des motifs de ponctuation. Et là, Bach rajoute
un joli petit contre-champ formant des retards par rapport à la voix principale qui n'est absolument pas présente chez Vivaldi. Et là, il se permet même de faire un peu d'imitation sur un motif entendu précédemment qui non plus n'est pas présent chez Vivaldi, où il y a simplement soliste et basse, et c'est tout. Vous voyez que chez Bach, la basse en fait est ornée, est complexifiée par rapport à l'écriture de Vivaldi. Bref, vous verrez en allant un peu plus loin dans la partition qu'assez fréquemment, si vous écoutez les deux de façon comparative, Bach s'amuse à remplir les trous de la partition de Vivaldi, et donc, premièrement, il rajoute des imitations du contrepoint, de la densité, du travail thématique, mais de l'autre côté, il gomme les contrastes. Il y a moins de contrastes rythmiques et un flux organique continu, ou presque continu, qui transparaît à travers la partition. Je trouve pour ça que cet exemple en confrontation entre Vivaldi et Bach est assez instructif. Deuxième exemple, donc là, je répète, c'est l'occasion de faire pause à la vidéo et d'aller écouter les exemples dont je viens de parler. Je pense que c'est le meilleur moyen d'entrer dans cette matière. Mais donc, moi, je passe à mon deuxième exemple. C'est une suite pour violoncelle, une des 6 fameuses suites pour violoncelle seul de Bach, qui me sert à expliquer la façon dont Bach considère l'harmonie. J'en ai pas parlé dans la vidéo de généralité. Souvent, on prend ces suites de Bach, ces suites pour violoncelle, pour illustrer la façon dont Bach arrive à faire du contrepoint à plusieurs voix, même lorsqu'il n'a qu'une seule voix à disposition. C'est-à-dire que cette œuvre est une pièce pour voix seule sans basse, hein, c'est bien précisé, une voix soliste sans basse, qui est contraire à toutes les habitudes de l'époque baroque. Cependant, on a l'impression qu'il y a pratiquement 5 voix à l'intérieur. Vous pourriez, alors, prendre l'exemple le plus évident, considérer que c'est une partition de contrepoint à, disons, 4, 5, voire même davantage de voix superposées, dont voici une des voix, qui fait une pédale au début, une cadence d'entrée, et à partir de là, descend sur Ré, je vais devoir effacer pour descendre malheureusement, voilà. Ensuite, arrive à Do, ici, puis continue, Si bémol, La bécard, Fa, Si bémol. Ça, c'est le plus évident, et musicalement, vous êtes obligé de mettre ces notes en valeur parce que c'est la basse, même s'il n'y a pas de basse continue, elle est plus ou moins intégrée à l'intérieur de ce type de motif du violoncelle. Mais c'est aussi vrai pour les autres voix. Par exemple, le Mi bémol supérieur, répété 2 mesures, hein, comme pratiquement chaque fois, devient Ré bémol, ce qui fait un 5 de 4, puis un Do, ce qui fait un 4, toujours sur pédale de tonique, puis un La, où se rajoute un Ré, ce qui fait un 7 sur pédale de tonique, puis un Sol, etc. Même les voix intermédiaires, vous pouvez faire le même travail. Sol, etc. Sol, Sol, Mi, bon là, toutes les voix descendent, hein, on change d'étage, le fameux Ré que je montrais tout à l'heure, etc. On pourrait imaginer reconstituer un contrepoint à 4 ou 5 voix, où toutes les voix se déploient de cette manière-là. Et comme je le disais, musicalement, vous êtes obligé de mettre ça en valeur. Donc, première chose que cette partition illustre, le fait que même lorsqu'il n'a qu'une voix, Bach fait quand même du contrepoint. Il arrive à faire du contrepoint, de la polyphonie, avec une seule voix à disposition, de sorte que l'harmonie est engendrée d'un simple discours mélodique. On arrive quand même à comprendre une harmonie qui se constitue à travers ce type d'écriture. Remarquez que ça, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu chez Louis Couperin dans les préludes. Alors bon, c'était des préludes pour clavier, mais la logique était assez similaire. Et là, c'est même à la rigueur plus carré. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est l'harmonie. J'ai l'habitude de dire dans mes cours de solfège que l'harmonie de Bach est, pour le dire de façon un peu simple, exactement la même que celle de ses contemporains, mais comme si on avait zoomé sur la partition. En fait, c'est une harmonie qui ressemble à celle d'un improvisateur. Bach était un incroyable improvisateur. Autrement dit, il reprend les schémas harmoniques standards de son époque, mais il les pousse beaucoup plus loin au niveau de la densité. Autrement dit, les tonalités par lesquelles on va passer sont des tonalités voisines, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Le plan tonal général de la pièce est tout à fait standard dans le cadre de la musique baroque, disons. Par contre, ce qu'il fait avec chacune des tonalités est d'une densité assez extrême. Vous allez voir quelques exemples. Alors, j'ai déjà montré la cadence d'entrée avec un 5 de 4, ça on passe encore. Puis ensuite, on introduit progressivement une modulation via le La bécard en si bémol majeur, qu'on atteint ici. Puis on rajoute un Ré bémol avec le La bémol à la basse qui nous fait comprendre qu'on va aller en La bémol majeur, c'est ce qui se passe là. Là, on touche une tonique locale. De nouveau, la basse continue à descendre, mais surprise, arrive un Si bécard qui nous indique qu'on ne va pas aller en Mi bémol de nouveau comme on pouvait s'y attendre, mais en Do mineur, qu'on touche ici, Do mineur, Mi bécard qui nous amène vers, avec de nouveau un 52 ici, vers La mineur, qu'on touche ici en sixte.
ici avec la septième diminuée, et là, cette fois-ci, sur la tonique, avec des notes ornementales. Hein. Le si, c'est une sorte de note de passage depuis un do qui n'existait pas vraiment à la mesure d'avant, et qui mène vers le la bémol, le mi, appoggiature, si je puis dire, une note de passage aussi du fa, sensible du fa, la, do, fa, donc fa mineur, ainsi de suite. On va se retrouver en mi bémol ici, tonalité principale. Puis, surprise, de façon assez brutale, on se retrouve en sol mineur, et ce sol mineur, il va durer un long moment, c'est une tonalité voisine, encore une fois, mais elle va être, comment dire, extrêmement présente et très très dense dans les mesures qui vont suivre. Là, c'est une grande dominante, ça c'est un quatrième degré, ça c'est un septième degré, ça c'est un cinquième degré, sur la suite. Là, on a la tonique. Fa, mi bémol, ré, do dièse. La basse, pratiquement de lamento qui descend sans abandonner les autres notes. On reste en fait sur l'accord sol mineur jusqu'au do dièse. Et do dièse, c'est quoi? C'est la sensible de la dominante. Donc, on suppose au-dessus de cet accord, alors qu'on n'entend qu'une seule note, on suppose un accord ou une harmonie de 7 de 5 ou 5 de 5 de sol mineur. Un accord do dièse, mi, sol, si bémol. Et le violoncelle commence une espèce de mélopée à partir de cette note do dièse, dont les notes principales semblent bien si, sol, do, mi, sol, si, c'est un mi, ouais, mi, semblent bien être les notes de l'accord de septième diminué sur do dièse. Avec un do bécard très expressif, et ben voilà justement, l'expressivité de ce type de musique vient du fait que vous devez supposer l'harmonie et comprendre quel rôle jouent les notes mélodique par rapport à cette harmonie virtuelle. Parce que l'harmonie, elle n'est pas énoncée, on la comprend seulement par l'intermédiaire des notes principales de la mélodie. Bref, Ré, dominante, mais cette dominante, elle est encore plus brodée avec un motif presque arabisant, chromatique assez étrange, qui tourne autour d'une sorte de quartet sixte, en fait, qui finit par donner une neuvième de dominante, puis quartet sixte, de nouveau un 7 de 5, une cadence tritonique. Donc tout cet immense passage entre ce do dièse, 5 de 5 ou 7 de 5, et ce sol tonique ici, c'est une sorte d'immense cadence autour de sol mineur qui est admis improvisé. On est dans un prélude, c'est le moment de faire ce type de choses. Et là, on voit la façon dont Bach traite l'harmonie. On est en sol mineur pendant tout ce passage. Si on regarde les choses de loin, c'est très facile. Mais quand on commence à se rapprocher, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ici? Avec le et ça, évidemment, très très vite. C'est très bizarre. Les mouvements chromatiques qui sont faits autour de ces accords plutôt simples, en apparence, sont assez extraordinaires. Et à partir du sol mineur, il va se débrouiller, je ne vais pas faire une analyse en détail cette fois, pour revenir au mi bémol majeur. Le mi bémol majeur, on le touche ici. Mais remarquez qu'entre-temps, il a enclenché la machine à bémol, cette fois-ci, puisqu'on se retrouve en fait en mi bémol mineur. C'est une technique qui est assez courante déjà à l'époque baroque, on la trouve souvent chez Vivaldi, mais chez Vivaldi, en général, c'est un accord, c'est une moitié de mesure, dans laquelle, avant la coda, disons la reprise finale de la tonalité, mi bémol majeur, vous avez un petit passage, en général sur une dominante, par mi bémol mineur. Et là, ce petit passage dont je parle, il dure 4 lignes, et on tourne vraiment autour de la tonalité de mi bémol mineur, avec de nouveau broderie autour de toutes les notes de l'accord. On passe par un sixième degré, on passe même par la napolitaine, fa bémol majeur en mi bémol mineur, avant finalement d'avoir la dominante et mi bémol majeur, enfin, la tonalité initiale pour finalement une coda qui reprend un peu la cadence d'entrée et qui s'arrête sur la dominante, en fait sur la sensible, qui la brode, qui la déploie avant d'avoir la cadence finale. Voilà, tout ça avec un seul violoncelle. Ça montre la façon dont Bach parvient à faire émerger, comme je le disais, une harmonie et un contrepoint complexe à partir d'un seul instrument qui, à l'exception de ces quelques quadruples cordes ici et double et triple cordes à d'autres endroits, ne fait jamais qu'une seule note à la fois. On comprend l'harmonie par l'intermédiaire des mouvements mélodiques. Il y a toujours un dialogue entre ces deux dimensions. Toujours dans le domaine des suites, suite pour orchestre, et ça nous amènera à tout à fait autre chose. C'est la plus célèbre des suites pour orchestre, la deuxième en si mineur, qui comprend la célèbre badinerie, qui, à mon avis, est peut-être même le mouvement le moins intéressant de la suite, mais enfin, qui est le plus célèbre. Bon, donc c'est une suite pour orchestre. Vous connaissez maintenant le genre de la suite. J'ai pris tout à l'heure un exemple de concerto, qui est un genre plutôt italien. L'ouverture, ou la suite, je répète, c'est la même chose. Hein, on parle de suite en général pour l'ensemble de la pièce et de l'ouverture pour le premier mouvement, pour l'ouverture à proprement parler, mais assez souvent on parle de l'ouverture pour l'ensemble de la pièce et pour la suite aussi. Bref, c'est un genre français. Et Bach, effectivement, fait de la musique française, avec les tris, avec les ornements caractéristiques, avec les broderies, les roulades, les rythmes inégaux écrits,
les rythmes pointés en l'occurrence, qui semblent évoquer les crochets inégales. Mais surtout, même déjà dans cette ouverture, on voit que, même si c'est d'apparence française, c'est du Bach. Premièrement, toutes les voix intermédiaires sont soignées, même si c'est clair que ce sont des voix d'accompagnement. On est quand même dans une logique où les voix intermédiaires, c'est pas une fugue, ont un rôle secondaire. Elles ont quand même quelque chose d'intéressant à jouer. Elles sont soignées dans leur parcours mélodique. Elles ont même parfois des imitations, comme ici par exemple, qui ne sont pas présentes dans les voix supérieures ni dans la basse. Et puis, là où c'est encore plus remarquable, c'est que, alors que c'est absolument pas nécessaire dans une ouverture à la française, Bach s'amuse à faire des imitations. Ici, le motif que vous avez au début, pour prendre un exemple simple, à la flûte et au premier violon, vous le retrouvez, en fait à l'alto aussi, à l'alto et à la basse. Et on a ce type d'imitation pratiquement en permanence. Donc même dans un genre qui n'y est pas forcément propice à première vue, Bach s'amuse à faire des imitations et à rendre, par exemple ici, la basse intéressante, reprenant le thème du début, alors que la mélodie est en plein milieu d'une phrase, donc ça n'est pas nécessaire pour relancer la phrase musicale. Voilà, ça c'est caractéristique de Bach. Le fait de la densité, hein, là vous devez avoir au moins 2 oreilles pour entendre ça et ça, puis à la limite une troisième pour entendre ça au milieu, parce que c'est joli aussi, et le fait qu'il y a du contrepoint partout. Il y a des imitations, des motifs qui sont repris d'une voix à l'autre pratiquement en permanence. Et c'est encore plus clair dans la deuxième partie. Rappelez-vous une ouverture à la française, c'est une première partie lente et solennelle, puis une deuxième partie rapide et fuguée. Habituellement, chez Lully, ça donne quelques entrées en alternance et ensuite un contrepoint plutôt libre par la suite. Évidemment, chez Bach, ça donne une fugue. Lui fait carrément une fugue à part entière, pratiquement du début à la fin. Bon, c'est une sorte de mix entre une fugue et un mouvement de concerto, parce qu'il y a une flûte soliste à l'intérieur de cette suite, c'est une suite avec flûte, si je puis dire. Et donc, ça commence vraiment comme une fugue. Vous voyez, première entrée, appelons ça avec le vocabulaire que vous apprenez en analyse, sujet, réponse avec mutation, donc c'est une réponse tonale, si j'ai bien compris votre vocabulaire. Mutation, la seconde est devenue une tierce, et on est passé en fa dièse mineur, on est en si mineur, puis de nouveau le sujet, puis de nouveau la réponse, les profs d'analyse qui m'écoutent me corrigeront si je me trompe, et puis on commence la série des divertissements qui se base sur le motif qui était la codetta du sujet. Donc, c'est une véritable fugue telle que vous apprenez à en voir dans les cours d'analyse, alors que, en principe, dans une deuxième partie d'ouverture à la française, on doit juste avoir un petit fugato, quelques entrées alternées qui rappellent le style de la Renaissance, et puis c'est tout. Eh bien, Bach fait carrément une écriture fuguée en allant jusqu'au bout de l'idée. Et ça passe dans un divertissement solistique qui, lui, est plutôt de type concerto, mais dans lequel vous allez avoir ce petit motif ici, qui est en fait une reprise du thème initial, avec sa syncope caractéristique, très discret, on peut tout à fait passer à côté sans l'entendre, alors que la flûte fait des volutes par-dessus. Ça aussi, c'est caractéristique de Bach. Et si je continue comme ça, j'en ai pour 2 heures, donc je ne vais pas aller trop dans les détails. Vous remarquerez en écoutant la suite de l'ouverture que ce jeu entre les différentes voix, ces jeux d'imitation, surtout avec la basse, sont présents pratiquement en permanence. Tout ce que je viens de dire se retrouve aussi, là, bien sûr, la reprise, enfin, pas bien sûr, non, mais en l'occurrence, oui, la reprise de la partie lente à la fin, bon, puis reprise, mais dans les autres mouvements, vous retrouvez la même chose. Pardon. Dans le rondo ici, vous avez non seulement un motif qui se retrouve repris en version, disons, plus clairement accordale à la basse en mesure suivante, mais ce motif-là, est traité en imitation en direct, pratiquement en straight, entre la voix ici de deuxième violon et la voix de basse. Donc c'est une double imitation, alors que c'est un mouvement de danse. Il n'y a pas besoin, a priori, de faire de l'imitation dans la musique de danse. Mais c'est la signature même de Bach que de faire des imitations partout. Faire des imitations et de la richesse musicale, de la densité musicale, dès qu'il en a l'occasion. Et ça continue la suite du rondo. Pour la sarabande, on pourrait faire un petit quiz musical. Vous pouvez faire l'essai et l'expérience si vous voulez. Donc, je vous proposerai de faire pause à la vidéo et d'essayer de trouver quel est l'artifice de contrepoint, quel est le truc que Bach utilise à l'intérieur de cette pièce. En d'autres termes, qu'est-ce que cette pièce a de remarquable? Voilà, allez-y. Et si vous l'avez fait ou si vous avez eu la flemme de le faire, je vous donne la solution. Cette sarabande, qui est une sarabande tout à fait, comment dire, c'est une vraie sarabande, c'est une sarabande caractéristique, se base sur le fait qu'il y a une imitation stricte entre la voix supérieure, les deux voix supérieures sont doublées, et la basse. Une imitation à la quinte, en permanence, comme base de la texture de la pièce. Vous voyez que le motif est repris à la quinte, et ça continue. Hein.
Vous réécouterez ensuite la pièce si vous avez fait vraiment le test de l'écouter déjà une fois, et vous verrez que c'est assez impressionnant que Bach arrive à inclure un motif mélodique qui est assez complexe en plus, et des modulations à l'intérieur de cette musique, où se trouve une imitation stricte, telle qu'on en pratiquait volontiers chez Lassus, par exemple, dans la musique de la Renaissance, et qui s'entend pas forcément quand on n'a pas la clé à première vue dans la partition, ou à première écoute dans la partition. Ça va en fait jusqu'à ici. Ouais, presque. Bref, pratiquement jusqu'à la dernière mesure, seule la cadence n'est pas en imitation. Et dans la deuxième partie, c'est la même chose. En revenant de Fa dièse à Si mineur, on reproduit le même artifice d'imitation. Le mot artifice peut être vu comme un peu péjoratif, je devrais dire. La même technique ou la même prouesse peut-être d'imitation entre les voix supérieures et la basse. Et ce, j'insiste, alors que les voix intermédiaires sont aussi magnifiquement bien écrites. Hein. Vous pouvez vous amuser à lire, par exemple, cette voix. Elle est elle-même intéressante. Elle va amener certaines notes modulantes que la mélodie ne propose pas. Bref, toutes les voix sont intéressantes. Voilà une autre caractéristique fondamentale du style de Bach. Labourer, c'est encore une autre idée. Cette fois-ci, vous avez une basse qui fait un ostinato et qui, comment dire, en change au dernier moment. Elle oublie d'en changer alors que ça fait longtemps que les instruments aigus ont décidé qu'ils allaient moduler. On sent qu'on est en train d'aller en ré majeur, mais la basse ne change vraiment qu'au tout dernier moment pour faire finalement la cadence. Et Bach fait ce même petit jeu-là. Encore une fois, c'est un jeu pas vraiment humoristique, c'est un jeu formel, c'est un jeu d'ingéniosité, un jeu avec les règles du contrepoint. Dans la deuxième partie, où le ré mi fa mi ré dièse introduit la modulation en mi, et ensuite vous vous retrouvez avec un mi fa sol fa mi qui s'obstine à rester sur mi fa sol jusqu'à ce qu'on vienne au si mineur, et à la fin on va même aller carrément en passer par fa dièse mineur, là aussi où la basse tient absolument à rester sur des si do ré do si alors qu'il y a des mi dièse et des sol dièse, ce qui crée un accord de si ré mi dièse sol dièse, c'est une diminuée de fa dièse mineur. Puis ensuite en remettant le la dièse, il faut faire do ré mi pour revenir à si mineur et revenir au point de départ. Bon, dans la bourrée, vous trouvez encore d'autres éléments, c'est le jeu avec les syncopes, en l'occurrence, regardez la voix de premier violon. Et puis, vous avez encore une autre prouesse à l'intérieur de la polonaise, c'est le fait de reprendre cette mélodie caractéristique de polonaise en tant que basse, pour un double où la flûte fait des volutes particulièrement virtuoses. Le fait de reprendre un thème mélodique à la basse, essayer, sans faire d'erreur de contrepoint, c'est pas facile du tout. Et là, Bach, bien entendu, s'en sort remarquablement bien. Puis vous avez le menuet, dans lequel on retrouve un peu comme dans le rondo des imitations entre voix supérieures et voix inférieures, même en passant aussi par quelques voix intermédiaires. Il est très très élégant ce menuet. Et puis la fameuse badinerie, dans laquelle on a aussi des éléments d'imitation et des éléments à proprement parler inutiles d'un point de vue harmonique, de remplissage, mais qui créent encore une plus grande densité de contrepoint dans les voix intermédiaires, comme par exemple ce genre de motif ici. Et puis bon, il y a des imitations bien sûr entre la voix supérieure et la basse, hein, mais fallait-il que je le précise. Voilà, donc même dans les œuvres orchestrales, même en suivant plus ou moins le modèle de la musique de danse, en l'occurrence le modèle de la musique de danse française, Bach fait quand même du Bach. C'est ce que j'essayais d'illustrer enfin que j'essayais de dire et que j'illustre maintenant, que j'essayais de dire dans la vidéo précédente. Bon, je ne vais pas commenter ces extraits ici pour rappeler tout de même que Bach a fait beaucoup de musique pour orgue et en particulier de la musique basée sur le principe de la fugue, souvent anticipée par un prélude ou une toccata. Rappelez-vous que c'est le rôle habituel d'une toccata ou d'un prélude dans la musique instrumentale déjà du début du baroque, c'est d'introduire à une pièce de résistance, typiquement une fugue. On a déjà parlé des pièces basées sur l'idée du choral, et ça c'est un motet. Les motets sont écrits pour des occasions particulières à la ville de Leipzig, lorsqu'il y a un mariage ou un décès d'une personnalité importante, et c'est l'occasion pour la ville de commander à son compositeur attitré une œuvre d'une un peu plus grande envergure, de mettre un peu plus de moyens, et donc pour Bach de faire des œuvres un peu plus complexes, en l'occurrence des motets à double chœur. En général, ce qu'on appelle motet chez Bach, on a vu que ce terme était assez flou, hein, donc ne l'utilisez pas à tort et à travers, mais bon, ce qu'on appelle généralement motet chez Bach, ce sont des œuvres à double chœur, avec ou sans accompagnement d'instruments, enfin accompagnement si je puis dire, puisqu'on parle de Bach. Enfin, encore deux exemples qui seront peut-être les deux principaux, la messe en si et l'art de la fugue. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez 5 secondes sur cette page de titre. Il y a quelque chose de bizarre dans cette page de titre. Quoi? La chose bizarre, ça n'est pas l'édition en elle-même, ça c'est, je crois, l'édition typique, la Bachowska du milieu du 19e siècle. L'écriture gothique, bon, voilà.
Donc, c'est la messe en si de Johann Sebastian Bach. On aurait dû l'appeler messe en si et pas messe en si mineur, d'après la nomenclature de l'époque, mais ça, c'est un détail. En fait, la chose qui est bizarre, c'est que c'est une messe. La messe, c'est catholique. Et Bach est un compositeur luthérien. Les luthériens ne font pas de messe. Comment se fait-il que Bach ait écrit une messe? Surtout si vous prétendez, comme le disaient les romantiques, que Bach essayait d'imposer un message personnel à l'intérieur de ses œuvres. C'est très bizarre. Bah, la réponse est qu'effectivement, il n'essaye pas du tout d'imposer un message personnel dans ses œuvres, même pas un message religieux. Il a écrit la messe en si, enfin en l'occurrence, il a écrit le Kyrie de la messe en si, parce que c'est une recomposition à partir de plusieurs mouvements de messe séparés, dans l'espoir de se faire engager à Dresde en tant que compositeur de la cour. On a aussi remarqué qu'à l'intérieur de la messe en si, de différents mouvements de la messe en si, il y avait des variantes textuelles, des variantes qui rapprochaient le rite catholique du rite luthérien. Et on en a tiré la conclusion, qui est d'ailleurs toujours présente sur Wikipédia, si ça vous intéresse d'aller lire, qui était très forte à l'époque romantique et encore jusqu'à aujourd'hui, la preuve. On en a tiré la conclusion que Bach essayait de délivrer un message disons, certaines choses ne lui convenaient pas dans le rite catholique. Alors oui, il a voulu faire une sorte de message écuménique en réunissant la liturgie luthérienne et la liturgie catholique, mais certaines choses dans la messe quand même ne lui convenaient pas et il les a enlevées et remplacées par autre chose. En fait, pas du tout. Simplement, Bach a pratiqué le type de liturgie qui était en usage à Dresde à l'époque. Étant donné qu'il voulait se faire embaucher à Dresde, il était normal qu'il fasse une messe qui soit Dresde compatible, si je puis dire, qui soit chantable et réalisable dans la ville de Dresde. Dresde, en effet, c'était la capitale du duché électorat de Saxe, donc luthérien, c'était même un petit peu l'épicentre du luthéranisme, mais le duc de Saxe, l'électeur de Saxe, était aussi roi de Pologne, et la Pologne, c'était catholique. Et donc, à la cour de Dresde, on avait effectivement une sorte d'hybridation de la liturgie luthérienne et de la liturgie catholique, et c'est la raison pour laquelle la liturgie était un petit peu mixte, et c'est la raison pour laquelle Bach a écrit une messe avec des variantes textuelles. Donc, de nouveau, Bach artisan. Il écrit une messe, en l'occurrence, parce qu'il espère se faire embaucher dans une ville en suivant les critères, disons, selon lesquels il faut écrire une messe dans cette ville, la ville de Dresde. Il n'a pas écrit cette messe en vertu d'une volonté personnelle de délivrer un message religieux, mais dans l'espoir de satisfaire aux exigences, disons, d'une cour et d'une liturgie particulière, celle qui lui était imposée. Dans le même sens, on pourrait imaginer que s'il avait reçu une commande d'opéra, il aurait certainement pu réaliser une commande d'opéra et n'aurait absolument pas reculé devant cette proposition. Cependant, c'est une œuvre extraordinaire. C'est, à mon avis, l'une des œuvres les plus belles de Bach, et en particulier le Kyrie, je ne me lasserai jamais de l'écouter, est un édifice somptueux de contrepoint extrêmement complexe et très dense et très long. Vous avez quelques mesures d'introduction qui sont déjà, comme vous le voyez, relativement riches. Et puis commence la partie qui sera en fait le Kyrie à proprement parler, et dont vous constaterez en regardant attentivement la partition que c'est une immense fugue. Sur un thème relativement déploratif, avec pas mal de chromatisme, emploi de la napolitaine, on est encore en si mineur, on a le do bécard, et ici, avec déjà un contrepoint assez important dans les autres voix, ça c'est la basse, ça c'est les voix d'accompagnement, et ici, la réponse. Qui présente déjà quelques éléments, disons, où ça sent le divertissement, on sent qu'il va les utiliser plus tard, pam, pim, pam, pam, sur lesquels certains instruments insistent déjà, le tam, piladi, qui se trouve à la fin, les retards qui sont dissolus dans les autres voix, bon, bref, et là, ce sont seulement les instruments qui jouent, avec un certain nombre d'entrées superposées, voilà le jeu sur le motif dont je parlais. Il faut attendre plusieurs pages avant que les ténors, en l'occurrence, et le chœur en général, n'entrent, toujours sur le même motif, qui va servir à faire une fugue stricte, sur le même motif, Kyrie eleison, avec accompagnement de la basse et les instruments. Voilà, là je regrette de ne pas pouvoir l'écouter ensemble, mais c'est absolument magnifique. Et si vous voulez un exemple justement d'une partition écrite selon le principe de la fugue, alors qu'encore une fois, ce n'est pas nécessaire, on peut très bien faire un Kyrie qui ne soit pas fugué, et où chaque voix est absolument magnifique, allez-y. Je fais d'ailleurs ça dans les cours de solfège, soit pour ceux qui l'ont fait, vous pouvez le refaire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage à essayer.
choisissez une voix depuis le début, même une voix pas chantée, hein, éventuellement, peut-être, je ne sais pas, disons le deuxième au bois d'amour, et essayez de la lire du début à la fin avec l'enregistrement. Vous verrez, on a l'impression de faire du Josquin ou du Morales ou un compositeur de la Renaissance, mais c'est tonal. C'est ce qui rend, je trouve, la musique de Bach vraiment unique. Vous arrivez à faire du contrepoint pratiquement à voix égale, alors que c'est tonal, et bon, il y a quand même un certain nombre de voix. Et comme vous voyez, le Kyrie s'étend sur un nombre redoutable de pages, avec Christé et de nouveaux Kyrie, avant les autres mouvements, les autres parties de la messe. Bon, l'œuvre par laquelle Bach a entendu léguer son art du contrepoint et attester de son art du contrepoint pour les générations à venir, si tant est qu'on puisse dire la chose de cette manière-là, parce que c'est aussi un peu une construction, mais tant pis, c'est l'art de la fugue, die Kunst der Fuge. En fait, c'est un recueil de différents manuscrits et c'est surtout son fils Carl Philipp Emanuel qui a voulu en faire une sorte de testament musical de Bach. Mais il est vrai que cette œuvre, intitulée ainsi donc par Carl Philipp Emanuel Bach, représente assez bien les différentes possibilités qui sont offertes par le genre et la forme de la fugue et que Bach traitait à la perfection. Bon, je vous ai mis ici la page IMSLP si vous voulez consulter les manuscrits et voir comment on a constitué cette espèce de recueil. Mais si on regarde la partition en elle-même, vous voyez qu'elle se compose, donc dans une édition moderne, elle se compose d'une série de fugues et de canons, dont d'ailleurs l'un est le fameux canon qui était présent ici. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est un de ces canons énigmatiques, justement, dont généralement vous n'avez que la donnée et vous devez vous débrouiller pour réaliser la solution. Bref, je vais vous montrer ça en commentant rapidement. Ça, c'est le thème ou le sujet initial de l'art de la fugue. Il est traité d'abord dans une fugue standard, si je puis dire, à 4 voix. Remarquez d'ailleurs que les 4 voix ne sont pas nommées. Hein. Ici, c'est simplement voix 1, voix 2, voix 3 et voix 4. On pense aujourd'hui que cette œuvre a été destinée au clavier, soit à l'orgue, soit au clavecin, les instruments de prédilection de Bach. Cependant, rien n'empêche, comme c'est toujours le cas dans la musique baroque, vous vous en souvenez, rien n'empêche qu'on joue aussi cette œuvre à d'autres instruments, et en effet, les interprètes aujourd'hui s'en donnent à cœur joie pour réaliser cette œuvre avec n'importe quelle instrumentation, et vous en avez quelques exemples ici, dont d'ailleurs une orchestration en clave-forme de mélodie par Berlioz au milieu du XXe siècle, qui est assez intéressante. Donc faites votre choix, et vous pouvez certainement en trouver beaucoup d'autres très intéressantes dans des styles très variés. Donc, bon, d'abord une fugue standard, si je puis dire, qui illustre les caractéristiques principales du thème initial et quelques contrastes rythmiques quand même vers la fin. Puis, avec un rythme pointé en guise de contre-sujet, enfin, on va passer par différentes étapes de construction. Le sujet ici est inversé, il est en miroir. On va ensuite avoir, bon, c'est particulièrement chromatique, superposition des deux, c'est-à-dire le sujet inversé et le sujet normal, avec en plus un rythme pointé qui apparaît au milieu. Je crois qu'il y a déjà des augmentations et des diminutions à l'intérieur de cette fugue, je m'excuse, je n'ai plus regardé en détail. Ah ben voilà, en style français, mais en plus avec augmentation et diminution. Donc style français, c'est les rythmes pointés, hein. Mais en plus, vous voyez ici, je ne sais pas si je suis dans l'intonation, mais on a le même sujet, le même motif, en inversion, présenté en plus en diminution par rapport au motif initial. Bien. Bon, je ne vais pas tous les commenter, voilà. Augmentation et diminution, cette fois c'est même indiqué dans le titre, c'est assez évident. On retrouve même ici augmentation à la base, double augmentation, si je peux dire, à la base, par rapport au sujet initial. Bach nous montre tout ce qu'on peut faire avec ce même motif initial et toutes les possibilités qui y sont inhérentes. Et il va finir par introduire quelques sujets supplémentaires qui ne semblent avoir rien à voir et qui finalement vont être superposés au sujet principal. Voilà, encore un autre sujet. Bon, bref, à peu près tous les moyens y passent, et on pense que Bach avait l'intention de finir par écrire une quadruple fugue avec les 4 sujets qu'il présente, en montrant justement que ces 4 sujets qu'il a présentés tous séparément peuvent former une fugue superposée générale, combinant ces quatre, voire davantage même, éléments qui ont été présentés. Et en fait, le dernier contrepoint, le 19e contrepoint, ça c'est un choral qui a été rajouté de façon artificielle, est inachevé. Et Carl Philipp Emanuel, le romantique avant la lettre, a ajouté manuscritement sur la partition. Dans cette fugue, dans laquelle le nom de BACH est utilisé comme contrepoint,
l'auteur est mort. Il est mort en travaillant sur cette fugue. C'est effectivement très très romantique, on peut douter que ce soit vrai parce qu'en réalité il semble avoir arrêté de travailler sur cette œuvre assez longtemps avant sa mort, mais bon, effectivement, Carl-Philippe Emmanuel ne ment pas, cette fugue utilise le thème, ou le motif, ou le sujet BACH. BACH, Bach a la chance d'avoir un nom qui peut se signer musicalement en allemand. Vous savez qu'en allemand, les notes de musique portent des noms qui sont tirés en fait du gamut grec, on l'avait vu en parlant du Moyen-Âge, c'est-à-dire des lettres de l'alphabet. Et B, c'est si bémol, A, c'est La, C, c'est Do, et H, c'est si bécard. Et donc, effectivement, ce sujet si bémol La, Do, si bécard, c'est un sujet BACH, si on le lit en solfège allemand. C'est le soggetto cavato de Josquin qui fait son retour, et évidemment, ça marche assez bien avec Bach, puisque toutes les lettres de son nom peuvent se transcrire en musique. Si vous avez des noms qui comprennent des W, des S ou des K, ça ne marche pas. Et puis, manifestement, ce sujet était prévu pour se combiner au sujet principal, puisque effectivement, le sujet principal de l'art de la fugue est en train de revenir ici, alors que Bach, le sujet BACH est présent à l'alto, mais la fugue n'est pas finie. Bach s'est arrêté ici. Alors là aussi, le lyrisme romantique s'en est emparé en disant soit le ciel l'a empêché de finir, ça aurait été trop parfait, on n'aurait rien pu écrire par la suite, soit il a reculé devant la perfection de son art. Enfin, bref, on a plein d'interprétations plus ou moins foireuses du caractère inachevé de cette œuvre, mais il n'empêche qu'elle n'en est pas moins émouvante et elle n'en est pas moins impressionnante dans la maîtrise du contrepoint que Bach illustre à l'intérieur de cette œuvre. Je vous ai promis un exemple de ces canons énigmatiques. Je crois effectivement que l'éditeur ici a respecté. Attendez voir. Un instant. Voilà. Bach a intégré, l'éditeur en l'occurrence, a intégré à l'intérieur de cette partition le canon. Et donc ça, c'est la partition du canon. Vous êtes censé, souvent on faisait ça d'ailleurs dans le cadre des études musicales, donc allez-y, vous êtes des étudiants musicaux. Voici une énigme musicale, résolvez-la. C'est-à-dire, vous devez comprendre, c'est une partition à au moins 2 voix, c'est un canon, donc en principe c'est à 2 voix. L'hypodiapason, je crois que c'est l'octave, il faudra que je contrôle, donc ce canon doit être réalisé à l'octave. Mais il va falloir vous débrouiller pour trouver à quel moment la deuxième voix doit entrer, pour que ça marche. Et ici, on a la résolution du canon. Et oui, c'est à l'octave, ça marche. Et c'était à cet endroit-là, et effectivement, le canon fonctionne jusqu'à la fin. Voilà le type d'énigme musicale que Bach propose, et il y en a d'autres à l'intérieur de l'art de la fugue, et donc ça, c'en est une aussi. Ça peut comprendre justement tous les artifices du contrepoint habituel, les renversements, les imitations forcément, mais les renversements, les augmentations et les diminutions, tous les intervalles possibles et imaginables. Bref, Bach s'illustre comme en effet un maître du contrepoint, comme l'était un Hockeghem à l'époque de la Renaissance. Une œuvre comme l'art de la fugue permet sans aucun doute de l'illustrer de façon éclatante. Là, vous avez voilà, un canon à l'hypodétessaron, sauf erreur, ça c'est la carte. Il faut que je contrôle, j'ai peur de dire une bêtise. Oui, ça doit être ça. À la carte, en renversement et par augmentation perpétuelle. Bon, d'accord. Ici, vous avez directement la résolution. Un motif et sa résolution ici. Une carte plus bas, renversée et en augmentation. Donc, je t'explique. Une carte plus bas, on passe de Ré à La. Renversée, ben, ça se voit. C'est-à-dire que la sixte, au lieu d'être montante, puis le motif descendant, la sixte est descendante, puis le motif est montant. Donc, les deux fonctionnent de nouveau en miroir. Et en plus, en augmentation, ici vous avez deux doubles croches, une noire, une croche, là vous avez deux croches, une blanche, une noire, donc c'est 2 fois plus lent. Et ça marche. Ça marche, ça veut dire que tous les intervalles sont consonants, toutes les notes se justifient, sont explicables, soit comme note d'accord, soit comme note ornementale, il n'y a pas de carte parallèle, il n'y a pas d'octave parallèle. Bref, c'est du Bach. Voilà pourquoi on le considère encore aujourd'hui comme un maître du contrepoint. Bon, je pense que ceci conclut notre illustration par différents moyens de l'art de la musique de Jean-Sébastien Bach. Cependant, bien sûr, vous connaissez certainement d'autres œuvres de Bach. C'est quand même un compositeur à côté duquel il est difficile de passer quand on fait des études en musique classique. Donc, essayez aussi de retrouver ces caractéristiques, dans les œuvres que vous connaissez le mieux, si ce n'est pas celles dont je vous ai parlé, des œuvres que vous jouez. Et
ne tombez pas dans le piège classique des instruments solistes, ne regardez pas que votre voix, regardez ce que font les autres voix. Si vous n'êtes pas intégré à l'intérieur d'une texture plus complexe, c'est même pratiquement sûr puisque c'est du Bach, à l'intérieur d'une fugue, à l'intérieur d'imitation, quel est le rôle exact de la voix que vous jouez. Toujours dans cette idée qu'en effet, Bach pratique une écriture sérieuse, une écriture savante, qui demande un peu d'effort quand même pour rentrer un peu en profondeur dans cette écriture musicale. Bon, là, vous avez de la chance, c'est que vous n'êtes pas les premiers à jouer du Bach dans l'histoire de la musique, donc le travail a déjà été assez largement fait par vos prédécesseurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire vous aussi. Par exemple, les violoncellistes, le travail d'écriture du contrepoint ou de l'harmonie cachée derrière le suite pour violoncelle, je connais des profs de violoncelle qui demandent à leurs étudiants de le faire. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant et assez intelligent. Et pour toutes les autres œuvres, c'est la même chose. Et les chanteurs, je ne vous ai pas oublié, on peut aussi faire le même type de démarche. Si vous prenez par exemple la Messancy, même si c'est une œuvre chorale, on pourrait dire la même chose dans les cantates, hein, vous êtes pratiquement toujours en rapport avec d'autres voix qui créent un contrepoint complexe, ne serait-ce que par les retards et les ornements, mais aussi souvent par des imitations avec d'autres voix. Donc soyez sensibles à ça et essayez d'apprécier encore plus, s'il est possible, la musique de Bach.